Votre grand journal du soir se poursuit avec vous, Nathalie Lévy, et tout de suite, place à l'interview politique. Avec vous, Aurélie Herbemont, je vais y arriver, et votre invité ce soir dans ce studio, Julien de Normandie, ministre en charge de la ville et du logement. Bonsoir Julien de Normandie. Bonsoir. Le gouvernement a épinglé 7 entreprises pour présomption de discrimination à l'embauche. Air France, Renault, Accor. Le name and shame, c'est la seule solution pour favoriser la prise de conscience ? Je pense en tout cas qu'elle est nécessaire, qu'elle peut être utile, parce que comme vous l'avez dit, cette prise de conscience aujourd'hui, il faut absolument qu'elle soit diffusée partout dans la société. On a fait le plus grand testing jamais organisé. Songez que c'est 10 000 CV que nous avons envoyés durant l'année, avec d'un côté Nicolas Leroy et de l'autre côté Mohamed Chetou. Et puis en fonction des retours, on pouvait mesurer si discrimination il y avait. Quand vous appelez Mohamed Chetou, vous avez 25% de chances en moins d'avoir un retour. Et donc, qu'est-ce que dit ce testing ? C'est que, et c'est une vérité qui fâche, qui parfois dérange, mais qui est réelle. Et donc, il faut la nommer. Il faut, pour cette prise de conscience, la mettre en avant, que la discrimination, elle continue à perdurer dans notre pays, dans l'accès à un job, parfois dans l'accès au logement, c'est aussi un sujet sur lequel je travaille, mais en fait dans notre quotidien. Et donc il faut y mettre fin parce que la discrimination n'a pas de place dans la République, tout simplement. Là, pour nos auditeurs et bien tout en tête, c'était 10 000 candidatures envoyées à une quarantaine d'entreprises, de très grandes entreprises, et le taux de succès était de 9,3% pour les noms à consonance maghrébine, 12,5% pour un nom à consonance européenne. Exactement, on a tiré au sort 40 entreprises parmi les 120 plus grandes. Et ce qui est très important en plus de voir, c'est que cette étude, elle montre que, évidemment, lorsqu'il y a des présomptions de discrimination, cette discrimination n'est jamais volontaire, elle n'est pas organisée, mais elle résulte plutôt soit d'habitude, soit en fait de constats qui, à la fin des fins, amènent à cette discrimination. Et donc c'est ça qui est très important, c'est de lutter contre les discriminations quand elles sont volontaires, et d'ailleurs c'est puni par la loi, mais également d'accompagner toutes les entreprises dans leur process de recrutement pour faire en sorte qu'on change un certain nombre de choses et qu'à la fin, on arrive à lutter efficacement contre cette discrimination. Moi, c'est ça qui m'importe, par ce testing, de mettre en avant le sujet, mais également d'accompagner toutes les entreprises, parce que beaucoup travaillent vraiment avec énormément de bonne volonté sur ce sujet pour changer un certain nombre d'habitudes et y mettre fin. Alors justement, les entreprises ont de la bonne volonté, vous le disiez, et surtout, elles sont montrées du doigt aujourd'hui, mais critiquent votre méthodologie et vos conclusions du coup de cette étude. Renault, par exemple, juge que les résultats ne sont pas représentatifs. 76 tests de candidature sur les 100 000 CV qui sont traités chaque année. Air France aussi est indigné de vos résultats et de la méthodologie. Même au gouvernement, vous reconnaissez que cette étude a des limites. Ça pose pas un problème que la méthodologie soit problématique ? En fait, à chaque fois, vous avez forcément une méthodologie qui peut poser question à certains égards. Et d'ailleurs, moi, j'ai voulu rendre transparente toute l'étude, mais également rendre transparente la méthodologie en montrant là où il pouvait y avoir des limites, etc. Je vais vous donner un exemple pour que tout le monde comprenne. Pour que ces tests soient représentatifs, il faut qu'ils puissent être faits en masse. Et donc, non seulement le chercheur, qui est l'un des plus réputés, qui est un chercheur du CNRS totalement indépendant, ce chercheur a répondu à des offres exercées par les entreprises. Il y avait des réponses à des offres et aussi des candidatures spontanées mais en plus qui n'étaient pas envoyées à des DRH forcément, ce qui biaise un petit peu le résultat de l'étude. Sauf qu'à la fin des fins, quel est le constat ? C'est que aux personnes que vous envoyez, vous n'avez pas le même taux de réponse. Et ce que je veux dire par là, c'est quelle que soit la personne à qui vous avez envoyé ces CV, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait une différence de traitement, encore une fois, entre un Nicolas Leroy et un Mohamed Chetou. Et donc, ces différences de traitement, ils ne sont pas forcément volontaires. Mais à la fin des fins, ce testing permet de dire, attention, il faut qu'il y ait cette prise de conscience, de lutter contre la discrimination tous les jours. Mais je dis bien tous les jours, et chacun d'entre nous. Là, on met en avant les entreprises. Côté de l'État, c'est la même chose. La même chose. Moi, je me cache pas derrière mon petit doigt en disant, je pointe du doigt les entreprises. L'État, les services publics aussi font de la discrimination. Mais bien sûr. Et donc, il faut que collégialement, on avance sur ce sujet de manière constructive, mais de manière déterminée. Et donc là, je lance un deuxième testing. Avec une nouvelle méthodologie ? On va améliorer au fur et à mesure. Et c'est très bien. L'entreprise Renault, par exemple, dit qu'elle est prête à travailler avec vous. Exactement. Et on les a vus, on a beaucoup travaillé avec ces entreprises pour les accompagner, pour trouver aussi, faire progresser tout ça. Et donc, on va lancer un deuxième testing. Et puis, on accompagne également, on lance des initiatives pour trouver des moyens très concrets de lutter contre cette discrimination. J'en cite une.
qui d'ailleurs était sur votre antenne, je crois, ce matin, qui est Mosaïque RH, formidable initiative, la plateforme Diversifier vos talents. Expliquez-nous, oui, voilà, parce que c'était à 8h ce matin sur Europe 1. Peut-être que tout le monde ne l'a pas entendu. Mosaïque RH. C'est une plateforme qui permet à quiconque qui veut recruter des talents issus de la diversité d'y avoir accès. Et pourquoi je dis ça ? Parce que, vous savez, en fait, le drame de notre société, c'est souvent, on va chercher des collaborateurs dans les sphères pour lesquelles on a l'accès le plus facile. Et c'est vrai dans la vie de tous les jours, d'ailleurs. Vous allez d'abord utiliser vos propres réseaux. Mais vous n'allez pas forcément utiliser un réseau qui est plus dur d'accès. Par exemple, des jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville. Et donc, aujourd'hui, on a les moyens, et cette plateforme le fait, de dire, même si ce n'est pas les réseaux habituels que vous avez, vous en avez maintenant la possibilité. Donc, utilisez ces plateformes. Et vous avez d'autres idées de solutions ? Parce qu'une fois qu'on a fait le constat qu'il y a de la discrimination, derrière, il faut agir, alors, faire cesser. On agit aussi d'une autre manière, c'est qu'on dit aux entreprises, on vous donne un coup de pouce. Aujourd'hui, par exemple, quand vous utilisez des emplois francs, c'est-à-dire quand vous allez embaucher des jeunes des quartiers, on va vous donner 5 000 € par an pendant 3 ans si vous embauchez un jeune d'un quartier et que vous l'embauchez en CDI. Et donc on donne ce coup de pouce pour là aussi changer des habitudes et dire ça vaut le coup. Et en plus de ça, on vous incite à le faire. Et aujourd'hui, on constate qu'il y a à peu près 20 000 personnes qui ont été embauchées grâce à ces emplois francs. On va continuer à démultiplier ces emplois francs. Et toutes ces initiatives, on les a regroupées dans, j'appelle toutes les entreprises qui nous écoutent à le consulter, un site qui s'appelle pact.fr, P-A-Q pour quartier TE.fr. Ça recense tous ces nouveaux outils, toute cette dynamique. Aujourd'hui, il y a plus de 80 entreprises qui y ont adhéré et on continue à pousser très fort en ce sens. Et est-ce que la discrimination positive, c'est une piste qui est à l'étude pour ce gouvernement ? Moi, j'y crois pas. J'aime pas ce terme de discrimination positive parce que je pense que chacun doit être reconnu par son talent et que la discrimination positive tenterait à balayer d'un revers de la main le talent de celles et ceux qu'on embauche. Or, des talents, vous en avez partout. Et la diversité elle-même, d'ailleurs, est facteur de création de talents au sein de votre entreprise. Le problème, quand on dit discrimination positive, on dirait que vous êtes embauché pour autre chose que ce que vous êtes en termes de talent. Or, aujourd'hui, les talents, ils sont partout. Et les talents, évidemment, qui ne dépendent pas du nom, d'une consonance dans votre prénom ou dans votre nom de famille ou d'une adresse de là où vous venez. Et donc, il faut, à mes yeux, pointer du doigt quand cette discrimination existe, mais surtout accompagner pour aller et donner la possibilité à chacun d'aller trouver ses talents là où il se trouve. Ce sont les initiatives que j'évoquais un instant. Dans l'administration, vous parliez tout à l'heure de l'État qui n'était pas forcément exemplaire. Est-ce que dans l'administration, ça va quand même un peu mieux ? À mes yeux, ça ne va pas encore suffisamment mieux, même si cette prise de conscience, elle est partagée. Et notamment, on travaille beaucoup avec mon collègue Olivier Dussopt pour faire en sorte... Qui est votre collègue de Bercy, en charge spécifiquement de la fonction publique. Exactement. Et pour faire en sorte que les administrations disposent, alors désolé, c'est un terme technique, de ces labels diversité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elles soient qu'elles soient en adéquation avec un certain nombre de process, RH ou autres, de formation, pour s'assurer qu'on lutte contre la discrimination, y compris dans les administrations. Je crois que c'est très important parce que c'est encore une fois un travail de tous les jours pour tout le monde, dans notre vie, dans notre quotidien, dans le travail, dans le logement. J'y travaille beaucoup au titre du logement. Et à la fin des fins, la discrimination, ça nuit à notre République. Ça nuit à notre cohésion nationale. Julien de Normandie, justement, est-ce que la lutte contre la discrimination, ça fait partie du plan contre le communautarisme que prépare le gouvernement ? Moi, j'en suis convaincu. D'abord, le communautarisme n'a aucune place dans notre société. C'est un poison. Il n'y a qu'une seule communauté dans notre société, c'est la communauté de la République française. Et donc, il faut lutter contre toute sécession vis-à-vis des règles de la République. Séparatisme, c'est le nouveau mot qu'emploie le chef de l'État. Exactement, mais au sens où vous êtes en sécession par rapport aux règles de la République, aux lois de la République. Et ça n'a pas de place dans la société. Mais après, il faut lutter, et c'est ce sur quoi on travaille, autour du président, du Premier ministre, il faut lutter contre toutes les formes qui existent déjà de communautarisme. Je pense par exemple à tout ce travail que fait Jean-Michel Blanquer vis-à-vis des écoles. Mais il faut lutter aussi vis-à-vis des raisons qui peuvent conduire certains à tomber dans cette sécession. Je pense par exemple, et ça c'est des sujets que nous portons... Vous pensez que les discriminations peuvent amener à ça ? Mais je pense que quand on vous renvoie à ce que peut être un nom, un prénom, une consonance, et donc à des origines, et non pas simplement au fait que vous êtes français, enfant de la République, ça peut concourir, c'est jamais la seule raison, mais ça peut concourir à vous amener à vous détacher de la République. Et ça,
c'est un poison. De la même manière, les services publics, dans un certain nombre de territoires, il faut les renforcer. C'est sur ces sujets-là que vous travaillez, vous particulièrement, parce que vous êtes en charge de la politique de la ville. C'est sur ce sujet-là, les services publics, entre autres, les pour la services lutte publics, contre le communautarisme. la lutte contre les discriminations avec ma collègue Marlène Schiappa, le rôle des associations dans ces quartiers prioritaires de la ville, essentiel, parce que, et c'est vrai dans les quartiers prioritaires de la ville, mais dans d'autres territoires, parce que c'est souvent elles qui créent ce lien social, qui s'occupent des enfants après 16h30 dans certains territoires, et donc il faut là aussi les accompagner. C'est des sujets très concrets, et c'est ce sur quoi le gouvernement aujourd'hui est mobilisé pour apporter des réponses fortes vis-à-vis de ce danger que représente le communautarisme ou le séparatisme. Ça doit être un plan global. Dernier point, le président de la République, quand il va parler justement de son plan de lutte contre le séparatisme, il va finalement, d'après ce que nous dit l'Élysée, évoquer la structuration de l'islam de France, ce qu'au début il n'avait pas très envie de faire puisqu'il craignait des amalgames. Est-ce que ce changement de pied est bienvenu ou problématique ? Alors déjà, je laisserai le président de la République vous dire qu'est-ce qu'il dira le jour J. Mais ce qui est sûr, c'est que... Mais sur le changement de pied. Non, mais moi je pense qu'il n'y a jamais eu de changement de pied. Le président de la République a toujours été très clair sur tous ces sujets, contrairement à des commentaires politiques que je peux entendre. Et c'est un sujet, par exemple, sur lequel le ministre de l'Intérieur, qui est en charge des cultes, travaille là aussi avec beaucoup de professionnalisme. Et je crois que c'est des sujets qui sont importants pour notre République. Et ce qui compte dans la République, c'est la cohésion d'une nation. C'est là où on va tous ensemble dans le respect des valeurs républicaines. Eh bien, merci beaucoup, Julien de Normandie, Merci d'avoir été mon invité.